Salam alaikum azurfillaoun, bonsoir. Je l'avais déjà signalé un jour sur ce même plateau, cette banalisation de l'événement, du scandale, du tragique, cette indifférence, j'allais dire, pétrifiante, cette cendre épaisse qui a enseveli nos jours. Plus rien n'interpelle l'opinion publique algérienne, comme si elle n'était plus concernée par quoi que ce soit qui la concerne pourtant. Nous sommes rentrés dans nos coquilles. هذا حد باب داري. والله كيما يقولوا حدي باب داري. Chacun s'est aménagé son propre petit village autiste, son petit nid, sa petite île. Nous rêvons tous de devenir le petit prince sur sa planète pas plus grosse qu'une maison. Et, cernés par la petitesse de notre vie, nous ne voyons pas, comme le petit prince, que des allumeurs de réverbères sont parmi nous. Des allumeurs de réverbères. Pourtant, comme le petit prince, nous nous rendrons compte un jour de la présence de ces hommes de lumière et nous dirons, dans notre cœur, en reprenant les propres paroles du petit prince, au moins son travail a-t-il un sens quand il allume son réverbère. C'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Ainsi parla le petit prince. Et nous sommes là, derrière nos barodages, dans la douce chaleur familiale, riches ou pauvres, mais chez nous, loin du tohu-bohu de dehors. Et pendant que nous soignons nos géraniums, que nous les irriguons au compte-gouttes, que nous emplissons nos intérieurs de machins et de bidules chinois, nous oublions les allumeurs de réverbères et les ordures qui s'entassent en bas de chez nous. Nous fermons les yeux, les narines, les oreilles pour ne rien savoir de ce pays qu'on a transformé en autobus fou, sans frein, qu'on a lancé à tombeau, ouvert sur une route qui mène à l'abîme, pendant que ces passagers sirotent leur rêve d'un appart en Espagne. Nous ne voyons plus rien, pas même cet incendie qui menace, qui pourrait ravager le sec et le vert, parce qu'à l'instar de Jha, nous disons « Ha takhti dari » en attendant de dire « Ha takhti rasi ». Nous ne réagissons plus à rien, parce que dans leur redoutable ruse, les gens qui ont mis ce pays dans leur petite poche ont compris que le meilleur moyen de banaliser leur turpitude est de les noyer dans une masse de turpitude. Ils ont compris qu'à l'instar des impôts, trop de scandales tuent le scandale. Et ils ont trouvé la panacée. À chaque fois qu'un scandale éclate, ils organisent une fuite organisée de plusieurs autres scandales pour noyer celui qui les inquiète le plus. C'est une méthode inédite que ce régime a mise au point, dont les résultats sont stupéfiants, au point où les gens ne lisent même plus les unes des journaux, ou alors juste le titre en passant comme ça, au point où ils zappent de programme en programme jusqu'à tomber dans celui, enfin, qui les fait rire ou qui les enfonce jusqu'au ciboulot dans la gléante guimauve des feuilletons sirupeux. Cachez-moi ces horreurs que je ne saurais voir. Ne me parlez pas de ces chômeurs qui se font cramer après un bain d'essence, qui se cousent les lèvres, qui sont jetés en prison. Arrêtez de me rappeler que Bouteflika est virtuellement mort et même virtuellement enterré. Baraket, ces cris d'orfraie, ces alarmes sur la tragédie annoncée qui va s'abattre sur le pays, sur cette bulle de prospérité illusoire qui va crever, sur cette misère qui va revenir et même sur cette violence qui va exploser encore, peut-être pire que tout ce qu'on a vu. Arrêtez de parler de malheur, obstiné Cassandre, oiseau de malheur, felkum vijlalkum.
واش يخصنا nous sommes bien ربي يخلينا فخاماته Tliba, Sellel et tous les lécheurs de vaisselle qui nous chantent des berceuses. Eux au moins, ils n'apportent que les bonnes nouvelles. Eux au moins, ils ne voient pas tout en noir. Eux au moins, nous laissent dormir de la paix du juste, du sommeil du juste, et même qu'ils nous filent des choses pour nous endormir, des soporifiques spécifiques. Mais, plus sérieusement, je voulais vous faire part d'une alerte à l'épidémie. Une épidémie qui s'est abattue sur l'Algérie, la chitalose. Ces symptômes consistent en une inclinaison irrésistible à lécher les chaussures d'une marque particulière. L'affection se manifeste par des miaulements patriotiques, des jappements nationalistes, parfois par des aboiements frénétiques. Les personnes atteintes de chitalose affirment que le cours naturel de l'eau est de remonter la pente. Et elles mordent quiconque affirme le contraire. Elles traînent des langues de 25 cm qu'elles portent en écharpe autour du cou. Elles bavent abondamment, pleurnichent et se précipitent sur toutes les chaussures de marque Nirvam qu'elles rencontrent pour en lécher les semelles. C'est une maladie malheureusement incurable et fortement contagieuse, puisque des pans entiers de la société en sont infestés. Le seul traitement palliatif à administrer consiste à filer des coups de tatane dans les gencives des personnes atteintes, au moment où elles vous lèchent les chaussures. Ça les calme temporairement, mais les poussées de chitite reprennent plus fort que jamais après la ruade. Le traitement le plus radical à préconiser quand les personnes atteintes deviennent dangereuses est de les euthanasier en les gavant, en leur versant du dinar fondu dans la gorge. Aujourd'hui. Le matin, Algérie. L'après Bouteflika, eh bien, c'est Bouteflika, par Mohamed Benchikou. Algérie1.com. Les raisons du dérapage du dinar sur le marché parallèle, coté à 190-193 dinars pour 1 euro, par Abderrahman Mebtoul. El Watan. Ouergla, les chômeurs attendent la concrétisation des engagements, par Houriya Ahliwa. Avec nous aujourd'hui pour parler donc pour faire une rétrospective de ce qui s'est passé au cours de la semaine. Ali Benouari, président de Nida El Watan, ex-ministre, et Rachid Mesli, avocat, militant très connu à un niveau mondial des droits de l'homme. Ali Benouari, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé, c'est Jamel. Merci de m'inviter encore. Merci. Alors, Ali Benouari, j'aimerais que nous commencions à parler un peu de ce dinar, plutôt de cet euro sur les marchés parallèles, les marchés du change de Port Saïd et d'ailleurs, qui s'est envolé. Avant-hier, il s'est changé à 182 dinars l'euro. J'aimerais avoir votre avis d'expert en la matière. Oui, le dinar, ou la valeur du dinar sur le marché d'échange, est le reflet de la bonne santé ou de la mauvaise santé de l'économie. Ça, il faut peut-être le préciser avant tout. On assiste à une dévaluation du dinar sur le marché parallèle inquiétante, vous l'avez souligné, et tout le monde se demande jusqu'où ça peut aller, et surtout, et aussi, quel lien, quel impact sur le taux officiel qui, je crois, est autour de 120-125. La première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est tout à fait normal. Quand l'économie est en situation d'échec, le premier élément visible, c'est le taux de change. Tout le monde le sait, quand l'économie d'un pays va mal, ça se reflète, ça se répercute sur son taux de change. Donc ceci est un critère, un indice incontestable. On parle de tous les indices
Doing Business, l'indice de la corruption, indice du World Economic Forum, etc., qui sont des indices basés sur une évaluation d'experts. Mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là au fond, il suffit de voir l'indice du dinar, c'est-à-dire le prix du dinar sur le marché d'échange, pour voir si l'économie algérienne est en bonne santé ou si elle est en mauvaise santé. Et dans le cas d'espèce, on s'aperçoit que le discours officiel est en échec lui-même, puisque on nous dit que tout va bien, mais si tout allait bien, pourquoi le dinar ne cesse de dévaluer sur le marché parallèle et sur le marché officiel aussi? Donc ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est où va-t-on? Moi, j'ai eu déjà l'occasion d'avertir, d'informer, d'éclairer les Algériens, puisqu'ils ne sont pas tous spécialistes, sur cette problématique du taux de change. Depuis 2005, j'avais écrit mon fameux plaidoyer sur la convertibilité du dinar sur 2 numéros de Al-Watan qui avait fortement déplu à Ouyahia à l'époque. Mais ne revenons pas à ce sinistre personnage. Ce que je veux dire par là, c'est simplement que tout est conforme aux prévisions que j'ai toujours faites. Et les prévisions que je fais pour 2017, c'est 300 dinars pour 1 euro, on y va. Les prévisions que je fais sur 2019, c'est 1000 dinars pour 1 euro, et vous verrez qu'on ira très bien. Attendez, Ali Benouari. À la limite que vous nous prévoyez 300 dinars pour 2017, on se dit, bon, entre presque 200 dinars et 300 dinars, au train où vont les choses, c'est fort possible. Mais vous nous prévoyez 1000 dinars, le seul euro, l'euro, 1 euro à 1000 dinars pour 2018, mais c'est énormissime ce que vous nous dites là. Quand je dis 300 dinars en 1997, oui. Et 1000 dinars en 2017 et 1000 dinars en 2019, je suis optimiste, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller à 2000, 2500. Ce qui n'est pas surprenant, puisque le dinar a dévalué de 25 fois depuis 20 ans, 25 ans, depuis 1994. On était à 4 dinars pour 1 euro, on est à 25 fois plus, ça fait 2500. Si on applique ce même taux à 2019, ça fera 2500 dinars pour 1 euro. Il n'y a que les gens qui ne sont pas spécialistes qui peuvent s'en étonner. Mais pour un spécialiste en économie, ou n'importe quel spécialiste en économie, c'est quelque chose de tout à fait normal, parce que c'est la réalité. Et la réalité, tout le monde la mesure à travers les grèves, à travers les déficits qui s'accumulent, et donc ce n'est que la traduction des déficits qui s'accumulent. La question maintenant du taux officiel, est-ce que la dévaluation qu'on observe sur le marché parallèle peut affecter le taux officiel? Je dis oui, puisqu'on est passé, rappelez-vous, de moins de 100 dinars pour 1 euro à 120, 125 dinars pour 1 euro au taux officiel. Cela signifie que l'écart, moi j'ai toujours qualifié cet écart d'ombre projetée du dinar, de la valeur du dinar, c'est-à-dire que le taux parallèle est l'ombre projetée. Ça veut dire que les 50% d'écart, qui sont en train d'ailleurs de s'aggraver, sont la prime qui est donnée pour ne pas payer d'impôts. La fuite devant l'impôt, c'est-à-dire la défiance vis-à-vis de l'économie nationale et des institutions du pays. Les conséquences seront évidemment redoutables, désastreuses, en termes d'inflation et en termes d'emploi. Donc, oui, probablement, le taux officiel va dévaluer puisque le taux parallèle indique la voie. Et donc, comme il précède toujours en fait le taux officiel, parce que les autorités ne peuvent pas laisser se creuser l'écart entre le taux officiel et le taux parallèle. Cette distorsion fait plus de mal à l'économie nationale qu'autre chose, parce que si le taux officiel ne bouge pas et que le taux parallèle continue de dévaluer, les gens seront de moins en moins encouragés à passer par les banques, et pire encore, ils seront encouragés à transférer leur argent à l'étranger pour le mettre à l'abri, puisqu'ils ne peuvent pas garder leur devise en Algérie, ils ne peuvent pas ouvrir des comptes avec, ils vont être tentés de les transférer à l'étranger. Mais justement, Ali Benouari, excusez-moi. Pour l'économie nationale. Excusez-moi, Ali Benouari, justement, expliquez-nous un peu, quelles sont, d'après vous, les causes qui font s'envoler l'euro à ces taux? Qu'est-ce qui a motivé quasiment cette panique et cet afflux des demandeurs d'euros dans le marché, des gens qui sont de plus en plus nombreux à vouloir acheter de l'euro? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel but? Il y a 2 explications. La première, c'est l'inflation. Quand le niveau des prix augmente en Algérie, ça se traduit par une dévaluation de la monnaie nationale. Ça, c'est la première cause. La deuxième, c'est les anticipations, c'est-à-dire que les gens sont toujours plus intelligents qu'on ne le croit, et ils voient que rien ne va,
que l'économie va mal, que l'inflation est en train d'augmenter, et ils mettent tout simplement leur argent, c'est-à-dire les dinars, à l'abri. Et où voulez-vous qu'ils les mettent à l'abri, si ce n'est dans la devise? Donc le mouvement qui mène les gens vers la devise traduit l'échec de la politique économique suivie et la défiance, c'est-à-dire un manque de confiance de plus en plus grand vis-à-vis du pays et de l'économie du pays. Mais justement, Ali Benouari, si cette défiance, comme vous dites, s'accentue, tout le monde va penser la même chose. Tous les gens qui ont du dinar, qui ont des fortunes en dinar, vont se dire « mon dinar ne va plus valoir quoi que ce soit, moi je vais avoir besoin d'euros demain, donc je vais acheter maintenant avant que ça n'atteigne le chiffre que vous avez dit de 1000 dinars l'euro. Et donc si tout le monde se précipite vers le marché, la demande va être tellement forte que ça va accentuer donc un envol supplémentaire, peut-être même très grave de l'euro. Qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement ce que nous sommes en train de voir. Sinon, pourquoi est-ce que le dinar vaut 190 ou plus sur le marché noir? Parce que ce phénomène est déjà en train de se produire. Et il va s'accentuer. Parce que celui qui vendait sa maison et qui calculait en euros 100 000 euros, il va se dire, si le dinar continue de dévaluer, s'il dévalue de 50%, ma maison ne vaudra plus que 50 000 euros. Et si demain tout va mal en Algérie, je ne vais pas pouvoir acheter un appartement à 100 000 euros à l'étranger. Ça vaut à peu près ça en Espagne aujourd'hui. Ah ben justement, Ali Benouari, je vous interromps ici parce que j'avais une question pour vous justement à ce sujet, de ces acquisitions massives de l'immobilier en Espagne. Il y a quelques mois, on parlait de milliers d'Algériens qui ont acquis des appartements, des maisons, des villas, des locaux commerciaux en Espagne. Aujourd'hui, on parle de dizaines de milliers de familles. 40 000, Voilà, on parle de 30 à 50 000 Algériens. On ne connaît pas encore les chiffres avec précision. Aussi, à titre d'éclairage, ce mouvement a toujours existé. Les Algériens n'ont jamais eu vraiment confiance dans l'économie de leur pays et ils ont toujours acheté des biens en France. Sauf que la différence aujourd'hui, c'est qu'en Espagne, ça vaut 4 à 5 fois moins cher. Et donc, nous allons y revenir et nous vous demanderons de nous en parler. Ali Benouari, restez avec nous. Rachid Mesli, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous en Skype, je crois. En effet. Rachid Mesli. Bonsoir, Jamal. Bonsoir, Alain Bek, c'est Rachid. Alors, hier, Rachid, on a parlé de l'anniversaire de l'état d'urgence décrété en février 92, et le 13, je crois, si je ne me trompe, et aussi de l'ouverture des camps du Sud, de tout ce qui s'est passé après. Je sais que vous avez beaucoup milité dans ces questions-là, que vous avez des chiffres, que vous avez, que vous avez fait vous-même des rapports sur cette question. J'aimerais que vous nous en parliez. D'abord, je vais sur une question qui a été posée hier. Est-ce qu'on a une appréciation chiffrée de ces événements, de ces internés dans les camps du Sud et surtout des traumatismes qui sont suivis? Alors d'abord, Jamal, je vous remercie pour votre invitation. Merci à vous. Et je vous remercie aussi d'avoir fait le rappel que vous avez fait tout à l'heure, de rappeler l'indifférence de la société aujourd'hui et de souligner le danger de la banalisation et de l'oubli. Malheureusement, l'histoire nous a appris que lorsque les peuples oublient, les mêmes drames se reproduisent. Et si aujourd'hui il faut continuer à parler de ça, c'est pour que dans notre Algérie, le drame qui a été vécu par le peuple dans les années 90 ne se reproduise pas. Alors, comme vous le savez, immédiatement après le coup d'État militaire du 12 janvier 92, il y a eu un décret qui a institué l'état d'urgence, un décret du 9 février, immédiatement après donc, ce coup d'État. Et ce décret portant état d'urgence a prévu dans son article 5 l'ouverture de camps d'internement dans l'extrême sud du pays. En fait, les camps avaient déjà été prévus par la loi, le décret précédent de juin, qui avait institué l'état de siège et où des milliers de partisans du fils
qui avaient manifesté contre la fameuse loi de Habroch avaient été arrêtés et internés. Ça, c'est en juin 92, c'est avant l'état d'urgence, c'est pendant l'état de siège, pendant l'état de siège. Juin 91. C'était avant les élections. Oui, oui, à la suite des manifestations. Des protestations contre le découpage administratif de Hamrouch, etc. Voilà, voilà. Donc, à cette époque, j'avais visité quelques camps d'internement, mais ces camps se situaient la plupart dans le nord du pays. Il y en avait un qui était à Blida. Les conditions de détention à ce moment-là n'étaient pas réellement dramatiques. Donc, l'état d'urgence qui a été instauré en février de l'année suivante a par contre prévu l'ouverture de camps d'internement dans l'extrême sud du pays. 11 camps au juste. Alors il y a eu en fait 11 camps dans l'extrême sud. Les plus importants étaient ceux de Ouargla, de Ain Salah, de Ain Mkel, de Tamarrasset, de Oued el-Namous. Il y a eu des camps où plusieurs milliers de personnes étaient détenues. Est-ce que vous avez un chiffre, Rachid Mesli? Alors, on n'a pas de chiffre officiel, mais on sait que plus de 10 000 personnes avaient été arrêtées immédiatement après le coup d'État militaire. Mais certains parlent de 24 000. Écoutez, je sais par exemple que les personnes qui ont été arrêtées en priorité, c'était les membres des conseils communaux, c'était les élus du FIS. Et lorsque la répression s'est poursuivie après l'arrivée de Boudiaf, effectivement, on a perdu un petit peu le contrôle de la situation. On ne savait pas en réalité combien de personnes étaient détenues, parce qu'il faut rappeler également que des personnes étaient détenues dans des casernes, ailleurs que dans des camps. Des personnes étaient également arrêtées massivement et déférées devant des tribunaux. Donc en fait, c'était plusieurs dizaines de milliers de personnes qui étaient victimes de ces arrestations arbitraires. Une grande partie était dirigée vers des camps. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des traumatismes qui ont été portés à votre connaissance? Hier, par exemple, quelqu'un nous avait raconté ici à Al-Maralibia, dans la salle de rédaction, qui connaissait personnellement quelqu'un, qui n'était même pas islamiste d'ailleurs, nous a-t-il dit, qui avait été arrêté, qui était une personne très normale, très équilibrée, et qui par la suite était devenue... elle avait perdu la raison, entre autres. D'autres sont revenus très malades, d'autres ont été torturés, maltraités, d'autres ont perdu leur famille, d'autres n'ont pas vu leurs enfants grandir. Parlez-nous un peu de ces traumas. Alors écoutez, il faut aussi rappeler que 2 de ces camps ont été ouverts sur des zones qui faisaient l'objet d'essais nucléaires français avant l'indépendance. Regan et Oued Namous. Regan, Oued Namous était un camp que j'avais d'ailleurs visité en 92, où il y avait eu des essais chimiques qui se s'était d'ailleurs poursuivi bien après l'indépendance par l'armée française. Il y avait 2 sites dans lesquels il y avait des déchets radioactifs qui étaient accumulés suite à ces expériences nucléaires. Et il est évident qu'il y a eu certainement des conséquences sur la santé des personnes qui étaient détenues dans ces camps. Évidemment, les traumatismes, toutes les personnes qui ont été arrêtées sans raison, il faut rappeler que ces personnes qui étaient arrêtées souvent dans la rue étaient torturées avant d'être emmenées dans des camps. Dans les centres de tri de l'Hars al-Jumhouri ou de l'armée, ces personnes passaient d'abord par une phase de torture avant d'être triées et renvoyées vers ces camps du Sud à partir de la base aérienne de Boufarik. Oui. Évidemment, lorsque des personnes sont détenues sans raison, sans procédure judiciaire, dans des conditions extrêmement éprouvantes,
par des températures, vous savez ce que c'est Regan en été, c'est tout simplement infernal, avec de l'eau en quantité très réduite, une alimentation déficiente, ces personnes vivaient sous des tentes, ils dormaient à même le sol. Donc, et certaines de ces personnes, ou la plupart, ont passé plusieurs années dans ces camps puisqu'ils n'ont été fermés finalement qu'en 96, il me semble. Est-ce que l'État, appelons-le comme ça, hein, on n'a pas d'autres qualificatifs, est-ce que l'État a reconnu la situation de victime de ces gens? Écoutez, l'État n'a reconnu aucune situation de victime. L'État ne considère pas que ces personnes sont des victimes, puisque, par exemple, la plupart de ces personnes ont perdu leur travail, leurs ressources, leurs revenus, et ces personnes n'ont jamais été indemnisées, n'ont jamais été, à quelques exceptions près, réintégrées dans leur travail. Ces personnes ne sont pas reconnues comme victimes. Alors même les travailleurs qui ont été massivement licenciés, on s'en rappelle, hein, qui ont été massivement licenciés sur ordre du régime. On a demandé à leur employeur de les licencier, dès juin d'ailleurs, avant même l'état d'urgence, la proclamation de l'état d'urgence. Alors vous nous dites que ces gens qui ont été licenciés par dizaines de milliers, les chiffres existent, n'ont pas été réintégrés, n'ont pas été indemnisés. C'est bien ce que vous nous dites, Rachid Mesli. Oui, absolument. D'ailleurs, il y a une association des anciens détenus des camps qui s'est créée et qui essaye de faire valoir ses droits pour au moins obtenir des indemnisations. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent poser des questions éventuellement ou des commentaires sur ma page Facebook qui est ouverte en ce moment. Je reviens à Ali Benouari. Ali Benouari. Ali Benouari. Oui, je vous écoute. Alors, nous revenons à cette histoire d'acquisition de l'immobilier en Espagne. Alors, en l'occurrence, ce ne sont pas des barons du régime. Ce sont des classes moyennes supérieures. Les médecins, des avocats, des journalistes, des commerçants, des petits artisans qui ont réussi à se faire un petit bas de laine et qui sont en train soit de vendre leur maison en Algérie, d'en acheter une en Espagne, soit carrément d'avoir un pied-à-terre en Espagne. On ne sait jamais, disent-ils, pour les mauvais jours. Mais comment expliquez-vous pratiquement ce raz-de-marée? L'Algérie est en train de se positionner. Avant, elle était à la 10e ou 12e position. On nous dit qu'aujourd'hui, elle serait à la 2e ou 3e position en matière de statistiques d'acquisition d'immobilier en Espagne par des étrangers. Comment expliquez-vous cette furieuse envie d'aller acheter en Espagne? Oui, c'est un traumatisme, c'est la peur de ce qui peut arriver. C'est pas, comme vous l'avez souligné, c'est monsieur et madame tout le monde, c'est le chevaué du coin, c'est le businessy, c'est tous ceux qui, finalement, prospèrent dans le marché noir. Il faut rappeler que le marché noir représente plus de 50% du produit intérieur brut. C'est 2700 milliards 3700 milliards de dinars sur 5500 milliards de dinars d'argent qui est en circulation. Ce sont les chiffres du gouverneur de la Banque centrale et du Premier ministre Sellel. C'est-à-dire plus de 60% des billets qui ont été émis, fabriqués, sont en noir et alimentent des activités spéculatives, ne payent pas d'impôts. Et tous les gens qui prospèrent dans ce secteur informel, ils ne savent pas quoi faire. Au bout d'un moment, ils se demandent qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent. Soit ils continuent à travailler dans la spéculation, dans le marché noir, soit ils se disent, si demain tout va mal, cet argent, il ne vaudra plus rien. Il vaut mieux le mettre à l'abri à l'étranger. C'est ça, c'est exactement ça. Et la première chose à laquelle les gens pensent, c'est le logement. Pourquoi le logement? Pourquoi acheter des logements en Espagne ou en France ou ailleurs plutôt que de monter des usines et des entreprises? Mais parce qu'ils ne vivent pas à l'étranger, ils ne connaissent pas les lois, ils n'ont pas les opportunités. Donc, ils veulent qu'ils n'aient terrassé. Donc, le premier réflexe, c'est d'acheter un bien immobilier pour mettre à l'abri leurs économies, même si elles ont été gagnées dans le marché noir. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais l'Espagne, comment fait-elle pour faciliter des transactions aussi? Depuis 2008, une crise économique énorme et les prix de l'immobilier se sont effondrés.
Oui. Un appartement qui valait 200 000 euros vaut 60, 80 000 euros. Et donc les Algériens en profitent. Voilà. Oui, mais Ali Benouari, expliquez-nous un peu, vous qui êtes dans ces eaux-là, hein, vous êtes un expert en matière financière, économique, d'échanges entre pays. Comment expliquez-vous ce laxisme, j'allais dire, des autorités espagnoles dans ces déplacements massifs de capitaux? Des gens qui arrivent avec 200 000 euros dans une valise, qui vont acheter un logement comme on achèterait... Oui, je vous en prie. Les Espagnols, comme les Portugais, comme les Grecs, comme tous les pays européens qui souffrent de la crise, font tout pour attirer des investissements étrangers. Le Portugal, au bout de 3 ans, je crois, il vous donne carrément une résidence si vous investissez. Et il y a beaucoup de pays comme ça, plus de 100 000 ou quelque chose comme ça. Il vous donne une résidence. Donc, il y a à parier que la plupart des Algériens qui ont acheté des biens en Espagne ont également obtenu la résidence. Il paraît que non, pas tous, sauf ceux qui investissent dans un commerce ou dans un bien immobilier, genre fonds de commerce, etc. Mais on ne donne pas systématiquement la résidence à ceux qui font l'acquisition d'un logement. C'est pas la première des Algériens, mais au Portugal, oui, dans beaucoup de pays, oui, ils peuvent bénéficier de la résidence. Mais en tout cas, le premier motif, c'est acheter un bien pour protéger leur épargne, on peut l'appeler comme ça, en cas de coup dur. Voilà pourquoi. Donc c'est pas une motivation, c'est une motivation à la fois économique et politique. Économique, on sait pourquoi. Politique, parce qu'ils n'ont pas confiance dans les institutions de leur pays. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Surtout quand vous savez, même s'ils ne sont pas des spécialistes, ils savent que si le dinar dévalue, c'est que ça ne va pas et que demain il peut dévaluer. Les Algériens ont une longue expérience et pratique de la dévaluation. Je vous rappelle qu'il y a 25 ans, le dollar valait 4 dinars. Donc, ils savent au fond d'eux-mêmes que ça peut aller beaucoup plus haut et ils prennent évidemment leurs précautions. Maintenant, j'aimerais dire à ce sujet, parler du taux officiel. Le taux officiel est un élément de stabilisation des équilibres. Vous savez qu'actuellement, les déficits de la balance des paiements sont inquiétants parce que si on ne dévalue pas, on peut être sûr que les réserves de change seront épuisées en 2019. Ça veut dire que le pouvoir devra partir. Et le régime, pour durer le plus longtemps possible, il essaye de tout faire pour préserver les réserves de change, pour ne pas les épuiser totalement. Alors, le seul moyen pour éviter d'épuiser les réserves de change, c'est de dévaluer. C'est pour ça que la dévaluation du taux officiel est inéluctable. Elle est à la fois poussée par le taux officiel parce qu'ils ne peuvent pas, parce que la distorsion ou l'écart qui est de plus de 50%, on ne peut pas le maintenir. Donc le taux officiel est obligé de suivre le taux parallèle, mais il y a l'autre raison, c'est qu'elle est macroéconomique. La balance des paiements accuse un déficit tellement énorme que soit on puise dans les réserves de change, soit, si on veut les préserver plus ou moins, pour allonger la durée de vie du régime, eh bien on va dévaluer. Et on dévaluera de manière non assumée, progressive, en catimini, en cachette, 1%, 0,5% par mois, par jour, par semaine, mais le résultat finalement sera le même, c'est-à-dire une dévaluation de très grande ampleur qui est la seule qui permettra de ramener le niveau des importations au niveau des exportations en baissant fortement les importations. Et la deuxième, les gens l'ignorent, c'est que le fonds de régulation de recettes qui a permis de financer ces 2 ou 3 dernières années le budget de l'État qui permet de payer les fonctionnaires, eh bien, ce déficit, une fois que le fonds de régulation de recettes est épuisé, il sera épuisé cette année, eh bien, l'Algérie se retrouvera l'année prochaine dans la situation où elle ne pourra plus, je parle de l'État, quand je dis l'Algérie, il ne pourra plus payer les fonctionnaires, il ne pourra plus payer les soldats. Vous pensez bien, si Jamel. Mais en termes simples, si l'évaluation se fait, et elle se fera selon vous de façon chafouine et sournoise, quelles en seront les conséquences sur la vie de tous les jours de Monsieur Tout-le-Monde? Oui, c'est une bonne question. Mais d'abord, je dirais que la dévaluation qui a commencé timidement va s'accélérer parce qu'ils vont se rendre compte à la fin de cette année et à la fin de 2017, ou au courant de 2017, qu'une dévaluation de petite ampleur ne suffira pas à faire entrer des recettes fiscales pour payer les fonctionnaires et ne suffira pas à équilibrer la balance des paiements et donc éviter d'épuiser les réserves de change. Donc, ils vont dévaluer avec une ampleur de plus en plus grande.
Et les conséquences sont une augmentation du chômage et une augmentation considérable de l'inflation. Pourquoi? Et le pouvoir d'achat? Et le pouvoir d'achat? L'inflation va affecter le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que les Algériens, si on dévalue de 50%, tous les biens vont augmenter de 50%. Et encore, ça c'est si on applique un raisonnement mathématique, de mathématiques élémentaires. Mais l'inflation s'auto-alimente, c'est-à-dire que si vous dévaluez de 50%, vous aurez une augmentation des prix supérieure à 50%. Et cette dévaluation va pousser les gens à faire fuir de plus en plus leurs capitaux et ça va accélérer encore le phénomène de dévaluation et donc d'inflation. L'inflation va s'auto-alimenter et le chômage, parlons du chômage, parce que en important moins, parce que c'est ça le but qui est recherché, vous aurez moins d'intrants, c'est-à-dire vous aurez moins de matières premières, vous aurez moins de biens d'équipement qui aujourd'hui alimentent le tissu économique national, même s'il n'est pas très important, les biscuiteries, les chocolateries, les boulangeries, et beaucoup vont fermer. Les magasins qui sont remplis de biens importés. Et donc le chômage atteindra des proportions considérables. Autrement dit, nous entrons dans un processus de stagflation, c'est-à-dire de diminution de la production du revenu national, de la production intérieure. Et vous aurez également une inflation importante. Ces deux phénomènes précipiteront le pays dans le chaos. Nous aurons un chaos tel que le régime, évidemment, qui fait de la fuite en avant, parce que d'évaluer, c'est de la fuite en avant. Restez avec nous, Ali Benouari. Je reviens à vous dans un moment. J'essaie de répartir le temps de façon équitable. Rachid Mesli a du temps à rattraper. Rachid Mesli, avant de finir avec le sujet des camps et des camps du Sud, des victimes qui attendent d'être indemnisées, ou du moins à ce qu'on reconnaisse leur statut de victime. Quel recours ont ces victimes de façon internationale, puisque dans leur propre pays, le système a été clos par la Charte nationale sur la réconciliation. On considère qu'il ne faut même plus en parler. Quel recours international, puisque l'Algérie est signataire de certaines conventions internationales qu'elle a elle-même violées? Oui, vous faites bien de le rappeler parce qu'il faut rappeler que l'Algérie a ratifié en 1989 le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce pacte est le protocole facultatif, c'est-à-dire que tout Algérien tout citoyen qui ne peut pas obtenir justice dans son pays peut s'adresser au Comité des droits de l'homme de l'ONU pour exposer les violations dont il a été victime, les violations d'un des droits qui sont protégés par ce pacte. Et effectivement, les droits de ces personnes qui sont protégées justement par ce pacte international ont été violés. Ces personnes ont été arrêtées arbitrairement, elles ont été détenues arbitrairement après avoir été torturées. Donc ces personnes disposent d'un recours international et elles peuvent s'adresser au Comité des droits de l'homme de l'ONU pour faire condamner les autorités à la suite de leur détention arbitraire. D'ailleurs, vous savez très bien que les familles de disparus qui se sont adressées au Comité des droits de l'homme de l'ONU ont toutes obtenu gain de cause puisque l'Algérie a été condamnée de très nombreuses fois à la suite dans des cas de disparition forcée. Toutes les victimes de disparition forcée en Algérie dont les cas ont été examinés par l'ONU se sont vues reconnaître le statut de victime et l'Algérie a été condamnée non seulement à ce que l'État les indemnise, à ce qu'ils indemnisent ces victimes, mais également l'Algérie a été condamnée à ouvrir des enquêtes et à poursuivre les auteurs de ces crimes qui ont été commis pendant la décennie noire. D'ailleurs, malgré l'ordonnance de 2006 relative à la réconciliation nationale qui trace un trait sur tous les crimes qui ont été commis. Et cette ordonnance, d'ailleurs, a été condamnée elle-même par l'ONU, puisque l'ONU a demandé officiellement
à l'Algérie d'annuler, d'abroger ces dispositions de l'ordonnance portant réconciliation nationale. Donc, ces victimes peuvent toujours s'adresser aux Nations Unies et je suis convaincu que leurs droits seront reconnus et que l'Algérie sera condamnée à les indemniser. Donc, acte. Rachid Mesli, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette histoire de chômeurs de Ouargla, du Sahara d'une façon générale, et de chômeurs en Algérie d'une façon générale. Mais au Sahara, c'est beaucoup plus grave, puisque les jeunes en sont arrivés à un point de désespoir, qu'ils s'immolent par le feu, qui maintenant, pour attirer l'attention des gens, au cours de cette semaine, ils se sont cousus les lèvres, parce qu'on leur interdit de parler, de s'exprimer sur leur tragique situation. Bon, d'abord, évidemment, c'est une situation dramatique. Il faut comprendre le désespoir de toute cette jeunesse algérienne, pas seulement dans le Sahara. Peut-être qu'en plus, au Sahara, il y a un double... les gens sentent une double frustration. Leur région est à l'origine de toutes les richesses du pays et c'est eux qui en profitent le moins. Donc on peut comprendre leur désespoir et il faut rappeler également qu'ils sont non seulement victimes du chômage, mais ce que nous constatons également, c'est la répression dont ils font l'objet quand ils manifestent, même d'une manière pacifique, lorsqu'ils sont arrêtés et emmenés dans des commissariats parce qu'ils réclament leurs droits. C'est une situation qui est bien sûr totalement intolérable. Et nous ne pouvons que les soutenir et comprendre leur détresse. Rachid Mesli, quelles sont vos prévisions pour la suite des événements? Qu'est-ce qui va se passer selon vous dans le pays? Écoutez, je ne suis pas... Vos pronostics, vos prévisions, nous avons tous une idée sur la question, chacun selon sa propre vision des choses. Je suis de nature optimiste, mais franchement, je suis assez pessimiste pour la suite. Je comprends M. Ali Benouari lorsqu'il est lui-même pessimiste sur le plan économique et là, à court terme. Hein, là, on constate un désespoir, un désarroi quasi général. Et on comprend très bien qu'aujourd'hui, si ce désarroi peut participer à un réveil des consciences, peut-être que tout n'est pas encore perdu, mais je pense qu'il faut que les gens se réveillent parce que, sincèrement, si les choses continuent comme ça, je pense que l'Algérie risque même d'aller vers une somalisation. Merci Rachid Mesli, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je vais lire quelques commentaires et quelques questions. Il y en a beaucoup, je suis désolé de ne pouvoir les lire toutes, alors et tous. Donc, Sprike Bike, M. Benouari, les autorités publiques parlent d'un taux de 10% de chômeurs. Sans l'économie informelle, quel est le vrai taux de chômage? Rabah, c'est pas étonnant. L'euro à 2000 dinars, les gens qui achètent les devises n'ont jamais sué, ils ont tous puisé leur fortune du trésor public. Shaban Yadel, le régime va bientôt décréter un état d'urgence économique. Amal Sanami, M. Ali Benouari, quand est-ce qu'on fera appel à vous pour gérer les finances et sauver l'économie de ce pays? Rachid Bennoua, je ne dis pas n'importe quoi, croyez-moi, mais en 2020, un euro coûtera 2000 à 2500 dinars. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark, disait Shakespeare dans Hamlet. Mas Numid, que pensez-vous du Venezuela qui vient de décréter l'état d'urgence économique? Sommes-nous dans la même configuration? Amina Naimi, je souhaite voir une émission spéciale situation économique avec des spécialistes comme Benouari, etc. Il y a beaucoup de questions que je ne pourrais pas toutes lire. Elle est Benouari. Avant de vous laisser vous exprimer, répondre un peu aux gens, j'étais en discussion téléphonique hier avec le capitaine Haroun du mouvement des officiers libres.
mouvement algérien des officiers libres. Je dois le recevoir dans quelques jours pour une émission sur la situation. Il était épouvanté, très très pessimiste, très alarmé. Il m'a dit que ça va très très mal, que ça ne se voit pas, mais que dedans, à l'intérieur, c'est en train de bouillir, que ça va mal au sein de l'armée et qu'il y a de très gros risques que ça explose d'une façon que personne ne prévoit. Quel est votre avis sur la question? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est aussi grave? Oui, je vais être direct, comme d'habitude. Beaucoup d'Algériens attendent de l'armée qu'elle bouge. Moi, je me rappelle ce que me disait mon pauvre père, Allah yarhamou, tant que le khobza madmouna, shab ma yakhrouj. Alors imaginez les soldats. Il ne faut pas oublier que les soldats sont des travailleurs comme les autres, des salariés comme les autres. Et je pense que le jour où ils seront atteints eux-mêmes, frappés eux-mêmes dans leur portefeuille, dans leur estomac et qu'ils ne pourront plus joindre les deux bouts, ils réagiront comme des citoyens, même s'ils ne sont pas politiquement conscients. Et le peuple, bien entendu, aussi. On peut même imaginer le niveau du dinar auquel on peut imaginer que les gens descendront dans la rue. Je vous ai cité 300 dinars en 2017. Pour moi, c'est tout à fait réaliste et même conservateur, c'est-à-dire prudent comme estimation. Mais je pense qu'à partir de 300 dinars, je parle du taux officiel, pas du taux parallèle, parce que l'Algérie importe peut-être 80% de ses importations par le canal bancaire au taux officiel. Donc si le taux officiel passe à 200 ou à 300, mettons à 300, ça veut dire que tous les biens vont augmenter de 3 fois. Ça veut dire que les gens vont entrer dans une étape de paupérisation extrêmement avancée. Et là, ils bougeront. Et les soldats bougeront avec eux. Ce n'est pas anodin ce que je vous dis. Par rapport à ce que dit mon ami Rachid Mesli, que je salue au passage, il n'y a pas au fond une différence dans l'analyse entre les phénomènes économiques et les phénomènes politiques, les camps du Sud, la dictature, la république bananière, parce qu'il faut prononcer le mot. Nous sommes devenus une république absolument bananière. Les visites de Juppé, de Hidalgo reçues en grande pompe, alors que le président ne s'adresse pas aux Algériens, montrent que nous avons perdu totalement notre souveraineté financière et que, au fond, ce pays n'est pas dirigé. Il n'est pas dirigé. Il n'est pas dirigé par des politiques, par des hommes politiques. Il est dirigé par une bande de malfaiteurs qui, au fond, cherchent juste à prolonger leur survie en espérant qu'un jour, Allah fasse augmenter le prix du pétrole. Mais évidemment, on sait tous que Allah n'obéit pas aux injonctions des démons, des diables, n'est-ce pas? Parce que pour moi... Donc, je pense que, pour répondre aussi aux questions qui vous sont posées par les téléspectateurs, je pense que oui, il faut un débat économique. Oui, il y a à craindre que le dinar aille beaucoup plus bas, ou l'euro beaucoup plus haut, et c'est peut-être de là que viendra le salut. Hélas, les gens sortiront dans la rue. Pourquoi le dinar? Parce que ce n'est qu'un effet, le taux de change du dinar. Mais c'est un effet visible. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, comme je viens de le dire, un niveau auquel les gens se diront basta. Parce que les conséquences d'un euro à 300 dinars, ou à 400, ou à 500, ou à 1000 dinars, seront telles que les gens sortiront dans la rue. Et d'ailleurs, on n'attendra pas 2019 ni 2017. Voyez-vous, le dinar a dévalué déjà de près de 20% ou plus. Sur le taux parallèle, peut-être de 30 ou 40%. Les prix commencent à flamber. Ils ne pourront pas accuser les mandataires ou les spéculateurs. La visibilité du taux de change fait que le peuple, c'est pour ça que j'ai dit au peuple, observez deux indices algériens, le taux de change du dinar et le niveau des réserves de change. Parce que là, les gens sauront, les gens savent que c'est le gouvernement qui décide de manière directe ou indirecte. Quand on voit que le dinar dévalue, les gens savent que c'est la faute du gouvernement. C'est comme un aveu d'échec du gouvernement. Merci. Et donc, voilà un peu ce que j'ai à dire, mais ils n'ont pas le choix. Ils savent ce que je suis en train de vous dire. Merci Ali Benouari. Merci. Cette émission est malheureusement arrivée à son terme. Salam alaikum. Merci à mes invités, à Rachid Mesli, à Ali Benouari. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, bislama.